Virgulino Ferreira da Silva, il y a peu de personnes qui reconnaissent ce nom. La plupart, tout le monde connaît Virgulino par son surnom, Lampião. Un surnom né grâce à son adresse exceptionnelle au maniement de son fusil. Le biographe et meurtrier Ferreira Neto a un jour expliqué qu'à force de tirer avec son fusil, il ressemblait à une lampe allumée dans les nuits sombres de la Caatinga. L'histoire a souvent tendance à présenter Lampião comme un héros romantisé, le Robin des Bois du Nord-Est. Mais Virgulino était-il réellement un révolutionnaire primitif de son époque? Ou bien Lampião serait-il devenu une légende fantasmée cachant le visage d'un assassin brutal? Car comme l'a écrit un jour le poète Jader de Carvalho, « Sur ma terre, le cangaceiro est loyal et courageux. Il promet de tuer et il tient parole. » Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de l'ascension et de la chute du roi du Cangaço. Alors, pensez à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je vais tout vous dévoiler. Le 10 novembre 1937, le président Getúlio Vargas a orchestré un coup d'État, devenant ainsi dictateur. Son gouvernement allait être connu sous le nom d'Estado Novo. Ce nouveau régime a contraint les autorités du Nord-Est à lutter contre le Cangaço, considéré comme un phénomène criminel qui ravageait les terres arides du Sertão brésilien. Les groupes connus sous le nom de cangaceiros traversaient les États pendant des années, attaquant des villes. Leurs crimes étaient atroces, pillages, assassinats et viols collectifs. Tout bon cangaceiro connaissait le désert du Nord-Est comme sa poche. Il portait des vêtements en cuir, manipulait des carabines et des longs couteaux appelés pecheras. Depuis leur début, vers l'année 1828, avec le premier groupe de cangaceiros dirigé par Lucas Evangelista, les cangaceiros parvenaient à échapper aux forces de police locales. Le groupe de Lucas comptait une trentaine d'hommes, mais finalement, Lucas fut pendu en 1849. Des années plus tard, un autre cangaceiro, João Calango, est devenu célèbre et redouté au sud du Ceará. De génération en génération, les cangaceiros ont dominé le Sertão, s'immisçant dans les intérêts politiques et personnels des coronéis, qui utilisaient la violence comme arme parfaite pour atteindre leurs objectifs. À cette époque, le vote n'était pas secret, et le coronélisme dominait. Le fameux vote de Cabresto, où les coronéis manipulaient les habitants, dictant pour qui ils devaient voter. Ainsi, les armes étaient devenues plus puissantes que la loi elle-même. Les groupes armés proliféraient, et les jagunços, mercenaires des coronéis, étaient armés pour protéger les propriétés agricoles contre les cangaceiros. C'est dans ce contexte qu'est né Virgulino, en 1888, fils de l'artisan José Ferreira dos Santos et de Maria Susana da Purificação. La famille vivait dans la ville de Vila Bela, plongée dans la pauvreté. Sa mère est morte tôt, et Virgulino a travaillé avec ses frères et son père jusqu'à ses 21 ans. Comme mentionné précédemment, le Nord-Est était un endroit dangereux et les familles se battaient parfois pour les limites de leurs terres. Depuis 1915, la famille de Virgulino avait dû faire face à l'influence du politicien José Alves de Barros, qui convoitait une partie de leurs terres. Avec son influence, José a forcé la famille à déménager dans une région encore plus pauvre. Cependant, la persécution n'a pas cessé. À cette époque, Virgulino et ses frères avaient déjà rejoint de petits groupes de cangaceiros pour se protéger. Mais en 1919, José, leur père, fut tué par des policiers. Cet événement a poussé les fils à rejoindre le groupe du cangaceiro Senhor Pereira, où Virgulino a reçu le surnom de Lampião. Selon ses compagnons cangaceiros, le jeune Lampião avait une telle adresse avec son arme que, la nuit, les éclairs de son fusil ressemblaient à une lampe à huile. Les cangaceiros étaient connus pour utiliser un poignard lors de leurs batailles meurtrières. Poignard qu'ils employaient pour mettre fin à la vie des victimes agonisantes. En moins de 3 ans, Senhor Pereira a abandonné la vie de criminel, laissant Virgulino devenir le chef du groupe. À partir de là, il retrouva le délateur qui avait livré son père à la police. La vengeance fut accomplie, mais la violence s'étendit à de nombreuses autres personnes. Parmi elles, Lampião s'est distingué par sa brutalité. Le groupe a pillé de nombreux villages, tuant des dizaines de travailleurs ruraux. La seule façon de survivre était de payer une somme importante aux cangaceiros. Bien que leurs actions visaient souvent les plus riches, il est impossible d'ignorer que de nombreuses victimes étaient des familles pauvres.
Curieusement, certaines personnes voyaient Lampiao comme un héros qui luttait contre les coronéis. Ce type d'admiration a donné naissance aux Quateros, ces individus dévoués qui apportaient au groupe nourriture, abris, médicaments et bien d'autres formes de soutien. Lampiao a laissé une empreinte indélébile sur le Kangaso en transformant l'apparence de son groupe. Ils arboraient des foulards, des chapeaux ornés d'étoiles, des accessoires mystiques autour du cou et des cartouchières artisanales. Le roi du Kangaso se présentait comme un homme vaniteux, convaincu que ses détails esthétiques contribuaient au succès et à la renommée de son groupe. En 1922, le groupe mené par Virgulino a attaqué la baronne d'Agua Branca, dans la Lagoas. Lorsque les Kangaseros ont pillé la résidence de la veuve baronne, la peur s'est répandue comme une traînée de poudre, notamment parmi les coronéis et les familles riches. Pendant cette période, le groupe Coluna Prest a émergé, prônant en théorie le vote secret. Ils ont gagné en influence, passant de ville en ville, diffusant leur idéologie. Cependant, ces idéaux ne tardèrent pas à être entachés par des actes de violence, tels que des vols et des viols, rapidement attribués à ce groupe. Pour aggraver les choses, ils bénéficiaient du soutien de nombreux militaires, rendant toute tentative de résolution extrêmement complexe. En 1926, la Coluna Prest est arrivée dans le nord-est. Le député fédéral du Ceará, Floro Bartolomeu da Costa, conscient de la menace, a sollicité l'aide de son ami, le prêtre Cicero. Par son intermédiaire, une lettre fut envoyée à Lampiao. Dans cette lettre, on lui offrait le pardon, des armes et la proposition de rejoindre la lutte contre la Coluna Prestes. Lampiao, fasciné par l'idée que ses crimes seraient pardonnés et qu'il recevrait le titre de capitaine, accepta l'offre. Le groupe de Lampiao se rendit à Juazeiro do Norte, dans le Ceará. À leur arrivée, le prêtre Cicero, rongé par l'inquiétude, se retrouva face à 49 hommes armés. Selon la légende, le prêtre aurait tenté de convaincre Lampiao d'abandonner la vie de Kangaso, mais certaines sources affirment que cette discussion n'a jamais eu lieu. En réalité, le prêtre Cicero se sentait accablé, car Floro Bartolomeu da Costa l'avait laissé seul face au plus grand criminel du Nord-Est. Avec lui se trouvait Pedro de Albuquerque, employé de la secrétaire du tribunal, qui connaissait très bien l'origine douteuse du document qu'ils allaient signer. Après avoir reçu de l'argent, des armes et le fameux brevet, Lampiao partit vers le conflit. Mais il découvrit rapidement que le document n'avait aucune valeur légale. Cela ne troubla pas Lampiao et son groupe, qui continuèrent à poursuivre leurs propres intérêts. Malgré tout, Lampiao exigea qu'on l'appelle Capitaine Virgulino, un titre purement fictif. Cette même année, le 25 décembre 1926, Antonio Ferreira, frère de Lampiao, fut tué accidentellement par un tir du fusil du Cangacero Luis Pedro. Plus tard, lorsqu'on interrogea Pedro d'Albuquerque sur la raison pour laquelle il avait signé un document qui, s'il avait été valide, aurait conféré un titre aussi prestigieux au plus grand criminel du Nord-Est, il répondit simplement « Face à l'aura maléfique de Lampiao, j'aurais signé n'importe quoi, même la destitution du président de la République. » L'année suivant la rencontre légendaire avec le prêtre Cicero, Lampiao décida qu'il envahirait la petite ville de Mossoró, dans l'état du Rio Grande do Norte. Dans la nuit du 12 juin 1927, les habitants locaux célébraient la veille de la fête de Saint-Antoine. À mesure que la nuit avançait, une nouvelle effrayante se répandit dans toute la ville. Selon les habitants, le redoutable Cangacero Lampiao et son groupe s'approchaient des environs. La nouvelle venait de personnes qui venaient tout juste de fuir l'un des villages voisins, São Sebastião, qui avait récemment été le théâtre d'un épisode macabre perpétré par les Cangacero. À cette époque, le maire de Mossoró était le colonel Rodolfo Fernandes, un homme plus que prêt à affronter Lampiao. Des dizaines d'habitants fuirent Mossoró et les gares ferroviaires furent soudainement bondées. De son côté, Lampiao était bien conscient de toute cette agitation. Dans son esprit, cette attaque serait une victoire facile. La ville comptait 20 000 habitants, et pour le maire, plus la ville se vidait, plus la victoire devenait certaine. Lampiao envoya un billet au maire, dans lequel il demandait de l'argent pour ne pas attaquer la ville. Ce type de proposition était courant chez les Cangacero, mais, curieusement, le montant qu'il demandait cette fois-ci était beaucoup plus élevé que d'habitude. La mairie, cependant, ne prit même pas la peine de répondre. Le 13 juin 1927, la ville était déjà encerclée par les Cangacero. Lampiao envoya alors un deuxième billet au maire. Rodolfo Fernandes finit par répondre à la menace par un simple « non ». De plus, la mairie eut l'audace d'ajouter qu'il possédait bien l'argent, mais que Lampiao devrait venir le prendre lui-même. À 4 heures de l'après-midi, les premiers coups de feu furent entendus.
La bataille opposa les 80 Kangaceros à 200 habitants locaux et policiers. Lampiao fut surpris de constater que les habitants locaux participaient aussi à la défense de la ville. Ils avaient construit une grande tranchée devant l'église Saint-Vicente, au centre de Mosoro. L'attaque dura 2 heures. Le Kangacero Colchette eut le crâne brisé par les tirs. Peu à peu, les Kangaceros réalisèrent qu'il serait impossible de gagner cette guerre. Lors de leur tentative de fuite, Jararaca finit par rester en arrière. Il ne fut ni capturé ni sommairement exécuté. En réalité, il fut enterré vivant. Après cette défaite, Lampiao fut d'une certaine manière frustré. Il n'est pas clair si cette défaite à Mosoro l'affecta particulièrement, mais elle fit en sorte que plusieurs troupes commencèrent à le traquer. À cause de cela, il finit par perdre la vue d'un de ses yeux au cours des nombreuses batailles livrées. Cela l'amena à porter des lunettes. La renommée de Lampiao de croître de plus en plus, au point qu'il devint même un modèle. C'était un homme religieux qui, à midi, arrêtait ce qu'il faisait pour prier. Ces vendredis étaient consacrés aux jeûnes, et c'était Lampiao lui-même qui confectionnait tous ses vêtements emblématiques en cuir. Cependant, la défaite à Mosoro et les fuites constantes hantaient le roi du Kangaso, à tel point qu'il fut même dit qu'il était mort dans certaines de ces occasions. En août 1928, le groupe établit son quartier général sur les rives du fleuve San Francisco, à la frontière entre Bahia, Pernambuco, Alagoas et Sergipe. Là, il divisa son groupe en plusieurs factions afin de rendre leur traque plus difficile. Cette action augmenta la violence dans tout le Nord-Est. Les journaux annonçaient chaque semaine un nouveau type de crime, allant de castration, meurtre, vol et incendies criminels dans de petites communautés. Lors d'une autre des nombreuses excursions en Bahia, Lampiao établit une grande connexion avec des Cuateros, qui étaient parfois même des coronéis. Ces derniers le tenaient informé des mouvements des autorités. Au cours de l'histoire du Kangaso, le groupe de Cuateros fut considéré comme la principale raison pour laquelle le groupe de Lampiao survécut aussi longtemps. Cependant, sa plus grande trouvaille en Bahia fut celle d'une Cuatera qui l'attira d'une manière différente. Elle s'appelait Maria Gomes de Oliveira et vivait une relation abusive jusqu'à ce qu'elle se propose comme Cuatera, commençant alors à montrer de l'intérêt pour le chef Kangacero. Quand Virgulino entra dans sa vie, elle décida d'abandonner son mari et de le suivre. En 1929, Maria s'enfuit avec Lampiao et finit par devenir Maria do Capitão. Contrairement à toutes les femmes que les Kangaceros avaient déjà violentées, elle ne serait jamais touchée par aucun des autres membres. Son entrée dans le Kangaso garantit l'arrivée des femmes dans le groupe. Mais elle ne participait généralement pas au combat. Maria possédait une forte personnalité et portait des vêtements aussi impressionnants que ceux de Lampiao. La plupart de ses pièces étaient en cuir. Elle partageait même avec son amant un parfum français coûteux qu'il possédait. Il est curieux que les femmes du Kangaso étaient obligées de se laver avant tout acte sexuel. Mais les hommes, en revanche, ne se souciaient pas des bains. En conséquence, de nombreux Kangaceros finirent par contracter diverses maladies sexuelles. En 1931, le couple connut sa première lune de miel. Mais il semble que Lampiao n'était pas un homme fidèle à Maria. On dit que cela donna lieu à un triangle amoureux entre elle et le Kangacero João Maria de Carvalho, bien que cela ne soit pas très clair. Maria était une femme qui s'était soumise au machisme du Kangaso, mais cela ne faisait pas d'elle une victime. Après tout, c'était elle qui arrachait les boucles d'oreilles des femmes captives et violentées par le groupe. Dans l'une de ses mains, Maria portait un revolver Colt 38 et dans l'autre, plusieurs bagues volées à ses victimes. Son poignard mesurait 32 cm et était aussi raffiné que celui de Lampiao, fait d'argent, d'ivoire et d'onyx. Après un certain temps, Maria finit par tomber enceinte et eut une fille de Lampiao, Expedita Gomes de Oliveira Ferreira. La nouveau-née fut confiée à des vaqueros pour qu'ils s'occupent d'elle. À ce moment-là, après de nombreuses batailles, Lampiao avait déjà été mentionné par le New York Times comme le plus grand hors-la-loi d'Amérique latine. Lorsqu'il apprit la mort du prêtre Cicero, Lampiao fut approché par Benjamin Abraão Boto, qui souhaitait filmer le Kangaso. D'abord hésitant, Lampiao finit par accepter. Benjamin captura des images emblématiques d'un monde aujourd'hui disparu, témoignant d'une époque sauvage et unique. Cependant, sous le gouvernement de Getúlio Vargas, la lutte contre les Kangaceros devint encore plus brutale. Les années passèrent et la vengeance des victimes du Kangaso devint inévitable.
Il ne restait plus qu'une question de temps avant que la chance de Lampiao ne tourne. Depuis 1930, Lampiao s'inquiétait de plus en plus des avancées des volantes, des groupes spécialement formés pour le traquer. Pendant toutes ces années, son groupe n'avait jamais été pourchassé avec autant d'intensité. Pour cette raison, ils devaient constamment se déplacer. Pour brouiller les pistes, ils allaient jusqu'à porter leurs chaussures à l'envers. En juillet 1938, Lampiao était sous la pression de sa femme, Maria, qui le poussait à quitter le Cangaço pour trouver un endroit tranquille. Selon les témoignages, c'était en réalité Maria qui désirait profondément abandonner cette vie. À cette époque, le roi du Cangaço avait déjà 40 ans, était aveugle d'un œil et souffrait d'un talon gravement blessé suite à des affrontements récents. Un rendez-vous fut alors fixé pour le 27 juillet 1938 dans la grotte des Angikos, dans le Sergipe. Cet endroit avait souvent servi de point de rencontre pour le groupe. Lorsque tout le monde arriva, il fut annoncé qu'une réunion aurait lieu le lendemain. Au matin, beaucoup de Cangaceiros dormaient encore. Lampiao s'apprêtait à boire une tasse de café préparée par Maria lorsque le premier tir éclata. Le roi du Cangaço fut touché à l'estomac et Maria, en tombant sur lui, reçut une balle dans le dos. En peu de temps, environ 11 Cangaceiros furent tués et le reste s'enfuit. Maria était encore en vie lorsque le lieutenant Bezerra la décapita. À partir de ce jour, elle fut connue sous le nom de Maria Bonita. Quand la nouvelle éclata, tout le monde se demandait comment le roi du Cangaço avait pu être pris dans une embuscade aussi imprévisible. La réponse réside dans un événement singulier. Le jour du rendez-vous, le cuatero de confiance de Lampiao, Pedro de Candido, se rendit chez son compère Joca Bernardo pour acheter une grande quantité de fromage. Cette commande inhabituelle éveilla les soupçons de Joca, qui pensa que la nourriture était destinée au groupe de Lampiao. Quelques jours auparavant, Joca avait entendu dire que le groupe de Cangaceiros était passé dans la région. Après le départ de Pedro, Joca se rendit à la délégation de police de Piranhas et partagea ses soupçons. En réponse, une lettre fut envoyée au lieutenant João Bezerra da Silva, qui opérait dans la région. Le message était simple. « Venez vite, le bétail est dans le pâturage. » João Bezerra, accompagné de quelques soldats, partit immédiatement pour la Caatinga, avec l'intention de lancer une attaque surprise sur le groupe de Lampiao. Selon certains récits, Joca aurait dénoncé Pedro de Candido et les Cangaceiros en raison de jalousie personnelle, car lui-même était autrefois un cuatero du Cangaceiro Corisco, un des meilleurs amis de Lampiao. Le lieutenant parvint à rassembler 12 hommes et monta vers la Caatinga, armé d'une mitraillette. Le matin du 27 juillet, il annonça depuis un camion qu'il était prêt à traquer Lampiao. Au sommet de la Caatinga, la volante menée par le lieutenant comptait 50 hommes, rassemblés depuis la ville de Piranhas, pour avancer vers la région où il pensait que le groupe se trouvait. La volante traversa les eaux avec 3 bateaux attachés ensemble. La première escale fut dans un village voisin, où ils capturèrent Pedro de Candido. Celui-ci subit un interrogatoire intense avant d'avouer l'emplacement exact de Lampiao, la grotte d'Angikos. Le groupe avança à pied avec Pedro et son frère Durval, âgé de 17 ans, qui avait récemment apporté des provisions au Cangaceiro. Vers 4h30 du matin, la volante se divisa en 3 groupes. Certains membres, terrifiés à l'idée d'affronter Lampiao, prirent de la cachaça mélangée à de la poudre à canon pour se donner du courage. À environ 650 mètres, la troupe aperçut le Cangaceiro Amoroso, qui échappa de justesse au premier tir. Quelques instants plus tard, toute la troupe ouvrit le feu. Lampiao fut rapidement abattu, mais il ne mourut pas immédiatement. Lorsque la troupe s'approcha, un policier tira une balle de grâce dans son crâne. Ensuite, plusieurs soldats frappèrent violemment le visage de Lampiao avec la crosse de leur fusil, brisant son nez et sa mâchoire. Du côté de la troupe, seul Adriano Pedro de Souza fut tué. Quant au lieutenant João Bezerra da Silva, il fut blessé par balle, mais sans gravité. Tous les 11 Cangaceiros tués furent décapités. Les objets de valeur furent saisis par les soldats, qui venaient de vaincre le plus grand criminel du Nord-Est. Les corps des Cangaceiros furent laissés sur place, où ils furent dévorés par des animaux sauvages ou emportés par la pluie qui tombait fréquemment dans la région. Les radios du Sergipe et de tout le Nord-Est annoncèrent la nouvelle avec frénésie. Lampiao était mort. Le président Getúlio Vargas et une grande partie du Nord-Est célébrèrent la mort du Cangaceiro. Le 31 juillet 1938,
les têtes décapitées avaient déjà été exposées dans plusieurs endroits avant d'arriver à Maceió, où les habitants accueillirent les soldats avec des fêtes. Ils ouvrirent son œil droit pour examiner le glaucome qui l'avait rendu aveugle. Dans l'après-midi de ce jour, les têtes furent envoyées à l'Institut médico-légal, IML, où le médecin légiste Lage Philo les examina. Aussi morbide que cela puisse paraître, ce type de pratique était courant dans le Nord-Est, où les criminels recherchés étaient exposés de cette manière, sous la forme d'une procession de la loi. Les têtes furent ensuite transférées à l'Institut Nina Rodrigues, à Salvador. Elles y restèrent jusqu'en 1969, année où elles furent enfin enterrées sur ordre judiciaire. Au même endroit fut enterrée la tête du cangaceiro Corisco, qui se trouvait à 3 km de la grotte d'Angicos au moment de l'embuscade de 1938. Cependant, il fut tué dans une autre embuscade 2 ans plus tard, à Barra do Mendes, en Bahia. Le lieutenant Zé Rufino fut responsable de cette embuscade et de la mort de Corisco. En 2002, les crânes de Lampião et de Maria Bonita furent exhumés par leur famille et transférés dans un lieu tenu secret. Dans toute cette histoire, il est important de mentionner la fin tragique de Benjamin Abraão Boto, l'homme qui avait immortalisé les cangaceiros à travers ses vidéos et photographies. En 1938, toutes ses œuvres furent saisies sur ordre de Getúlio Vargas. Le 7 mai 1938, Benjamin fut assassiné de 42 coups de couteau. Sa mort, mystérieuse, ne fit jamais l'objet d'une enquête. Certains avancèrent l'idée que le gouvernement aurait orchestré cet assassinat, mais aucune preuve tangible ne fut apportée pour étayer cette hypothèse. En 2016, le couple de cangaceiros Moreno et Durvinha sortit de l'anonymat et fut officiellement reconnu comme les seuls membres encore en vie de l'ancien groupe de Lampião. Ils racontèrent à plusieurs chercheurs les moments de persécution qu'ils avaient vécus et comment s'était déroulé le jour de la mort de leur chef, Lampião. Ce jour-là, le couple accomplissait une mission à 70 km de la grotte d'Angicos, dans le Sergipe. Quand la mort de Lampião fut annoncée, une onde de peur parcourut les rangs des cangaceiros. Tous commencèrent à redouter la puissance implacable des forces de police du Nord-Est. Selon les anciens cangaceiros, ils craignaient tous d'être décapités dans leur sommeil. Cependant, quelques-uns persistèrent dans leur défiance envers les autorités. Moreno, quant à lui, raconta qu'il dut prendre une décision cruciale. Avec sa femme Durvinha, ils décidèrent qu'ils ne se rendraient jamais aux singes, le surnom péjoratif que Lampião attribuait aux policiers. Cependant, avec le temps, les meilleurs cangaceiros comme Corisco, Luis Pedro, Zé Baiano, le frère de Lampião Sabonet et Menino Doro furent tous tués dans des affrontements fréquents avec les volantes qui poursuivaient leur traque sans relâche. Face à cette réalité, Moreno et Durvinha comprirent que le monde n'était plus un endroit pour eux. Le couple disparut, changea de nom et tenta de recommencer une nouvelle vie. Cela dura jusqu'en 2016. Une autre survivante qui attira l'attention fut Dada, la femme de Corisco. Après la mort de celui-ci, elle s'installa à Salvador, où elle survécut et lutta pour la reconnaissance des femmes dans l'histoire. Dans les années 1980, Dada fut honorée par la Chambre municipale de Salvador. À cette époque, les cangaceiros étaient devenus une partie intégrante de l'histoire, et Dada était la preuve vivante des jours de lutte, de crime et d'espoir. Comme les femmes cangaceiras ne participaient pas directement au combat, elles échappèrent aux persécutions. En 1995, Dada mourut de cause naturelle à Salvador. De son vivant, elle déclara qu'elle n'avait jamais beaucoup aimé Maria Bonita. Selon elle, Maria avait tendance à manquer de respect envers les autres femmes et se comportait comme un homme, abusive, grincheuse, orgueilleuse, prétentieuse, bruyante et toujours apprêtée comme une poupée. C'est ainsi que Dada décrivit la reine du cangaço. Au fil des années, l'histoire de Lampião est devenue un grand mystère dans l'histoire du Nord-Est brésilien. En 1926, lors de sa première interview avec le docteur Otacílio Macedo, Lampião déclara « J'ai commis des violences et des actes de vandalisme pour me venger de ceux qui me persécutent et pour punir mes ennemis. Mais je respecte généralement les familles, même les plus humbles. Quand un de mes hommes manque de respect envers une femme, je le punis sévèrement. » Pour les autorités, il n'était qu'un assassin, un voleur, un bandit cruel et intelligent. Mais pour certains habitants les plus pauvres, Lampião fut un héros admiré pour sa lutte violente contre les puissants coronéis et les familles riches des États du Nord-Est. Cependant, la vérité reste floue. Était-il un homme impitoyable, mû par des intérêts personnels, ou un rebelle tragique, symbole de lutte contre l'oppression? La légende de Lampião, à la fois héroïque et cruelle, continue de diviser les mémoires du Nord-Est.